Je vais maintenant passer la parole à Jean-Baptiste Defoucauld. Alors, je pense que tout le monde connaît Jean-Baptiste dans cette assemblée. Je rappellerai juste qu'il a été inspecteur général des finances honoraires, ancien commissaire au plan, fondateur de Solidarité Nouvelle Face au chômage et de Démocratie et Spiritualité, cofondateur et porte-parole du Pacte civique, et vous êtes l'auteur aussi de nombreux ouvrages. Alors, Jean-Baptiste, vous allez nous faire l'introduction de cette journée, je dirais sur le fond. Là, on a parlé de tout ce qu'a fait le Pacte civique, et puis aujourd'hui, on a une crise globale qui est très importante. Est-ce que ça va modifier nos façons de fonctionner dans le pacte? Est-ce qu'il y a des enjeux nouveaux qui apparaissent? C'est un petit peu tout ça qu'on a envie de vous demander pour cette introduction. C'est aussi ce que la journée va devoir définir, donner un nouvel élan à tout ce travail que nous faisons maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années, parce que en réalité, le pacte civique qui a été fort bien décrit, il est né de la crise de 2008, la crise financière, où moi j'ai eu personnellement le sentiment qu'un monde s'effondrait, que les choses ne seraient plus jamais comme avant, qu'il y avait besoin d'un nouveau paradigme pour prendre les problèmes à bras-le-corps de manière plus solide et plus efficace. Et donc, après 2008, un certain nombre d'acteurs, de personnalités, de responsables d'associations se sont rencontrés, se sont réunis à l'invitation des trois organisations qui ont été citées tout à l'heure pour réfléchir ensemble et notamment constater que beaucoup d'initiatives qui étaient prises dans la société civile étaient magnifiques, mais que tout ça ne faisait pas une masse critique suffisante pour régler en profondeur les problèmes de la société. Et donc on a travaillé pendant plusieurs années pour lancer en 2011 ce pacte civique qui se veut un projet finalement assez ambitieux, voilà. Trop ambitieux peut-être. Mais depuis que le président du CESE nous a dit que, au fond, le CESE ne faisait rien d'autre qu'un pacte civique, je suis rassuré. Nous avons des alliés et nous sommes tous des pactes civiquiens d'une certaine façon. Mais c'est vrai que chaque génération doit souder son rapport avec la démocratie. La démocratie, ça n'est pas une donnée installée une fois pour toutes. C'est une construction permanente qui doit être revivifiée en fonction des défis qu'elle rencontre à chaque période par un travail individuel et collectif, un travail citoyen qui la fait vivre. Voilà. Et donc, nous sommes à un moment particulier. Dans ma longue vie maintenant, j'ai eu le sentiment de plusieurs ruptures. Il y a eu mai 68, il y a eu la crise du pétrole de 73, il y a eu cette crise financière de 2008, puis il y a les événements récents, et à chaque fois, on sent bien que le monde bascule et il y a quelque chose de nouveau à inventer. Et c'est ce qu'a essayé de faire le pacte civique. Donc je vais être plus rapide que tout ce qui a été dit jusqu'ici, mais puisque beaucoup de choses ont été dites, pour affirmer quelques préoccupations fondamentales. La première, c'est qu'il me semble que nous manquons d'un modèle de changement efficace. Parce que les modèles de changement qui existent sont insuffisants ou en difficulté. Il n'y a plus de grandes idéologies transformatrices et mobilisatrices. Elles ont déçu et elles déclinent, que ce soit de l'ordre des grandes idéologies politiques ou, je dirais, des idéologies religieuses qui quand même structuraient la société. Deuxièmement, le marché, l'économie de marché, c'est efficace, mais on voit bien que ça crée des injustices, que ça se heurte aux problèmes de la nature, de l'environnement et des ressources disponibles, et que l'économie de marché est aujourd'hui trop dominée par l'argent, par le souci de la rentabilité, par la finance. Donc on ne peut pas non plus compter sur elle pour régler les problèmes. L'État, surtout en France, c'est quand même ankylosé et réformer la société à coup de lois, de décrets ou même de plans, ça ne suffit pas non plus. Quant aux exhortations périodiques à une plus grande responsabilité sociale et environnementale des différents acteurs, elles trouvent vite ses limites dans une société qui est devenue très utilitariste et préfère recevoir que donner, et a moins de capacité ou don
à l'effort commun qu'avant. Donc il y a quelque chose de nouveau à inventer, il y a un souffle à trouver, une énergie et en même temps un logiciel. Voilà. Un souffle et un logiciel. Et c'est ça que nous avions en tête en 2011. Est-ce que les choses ont changé depuis, 10 ans après? Non, elles se sont plutôt aggravées d'une certaine façon. L'univers de la mondialisation est devenu plus compliqué et je dirais la vie internationale fait apparaître de nouvelles menaces. Les choses ne sont plus aussi claires, les démocraties dominent moins, elles sont contestées et contestées efficacement de bien des côtés. Donc nous avons un problème de plus qui était moins sensible en 2011. Ensuite, la crise climatique ne fait que s'aggraver et les rapports du GIEC sont alarmistes. Quand on regarde maintenant la société française, on devrait répondre à ces défis, je dirais, globaux par davantage de cohésion, par davantage d'unité. Mais ce n'est pas du tout ce qui se produit. Au contraire, on a une espèce de tendance au mécontentement général qui est classique chez nous, mais qui prend quand même des aspects plus forts. Et donc, une espèce de ressentiment généralisé qui gêne la mise en œuvre des politiques, comme le disait très bien le président dans son allocation très tonique d'introduction de ce colloque. Donc, aux problèmes généraux s'ajoutent les problèmes français, nos problèmes traditionnels, que Jacques Delors définissait en disant que nous n'avons pas en France un vrai compromis entre l'État et le marché, ce qui fait que nous hésitons entre demander trop au marché ou trop à l'État. Nous n'avons pas de compromis capital-travail, ce qui fait que le dialogue social est difficile, périlleux, et a toujours besoin d'un espèce d'être appuyé par l'État pour fonctionner, ce qui n'est pas tout à fait normal. Nous avons un certain individualisme et en même temps un grand souci de justice sociale qui fait que nous demandons à l'État en général et à l'État-providence en particulier de résoudre tous les problèmes. On lui adresse un flot de demandes auxquelles il ne peut pas répondre, car aujourd'hui, comme je le dis souvent, le flot des désirs est plus abondant que les moyens pour y répondre. Voilà, donc le besoin d'un nouveau logiciel et d'un nouveau souffle, c'est le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Alors, nous avons inventé ce souffle et ce logiciel, et pour cela, nous avons proposé une méthode. Cette méthode, elle repose en réalité sur 3 aspects. D'abord, s'entendre sur les valeurs structurantes qui conditionnent le changement de la société et la mise en œuvre des politiques publiques nécessaires. Car aujourd'hui, il y a une espèce de contradiction entre des politiques qu'on voudrait exigeantes pour résoudre les problèmes et une société qui a du mal à les accepter. Ensuite, il faut s'efforcer d'appliquer ces valeurs aux différents niveaux de la vie sociale, c'est-à-dire d'abord dans nos comportements individuels, ce qui n'est pas si facile, dans le fonctionnement des organisations, c'est tout le défi de la responsabilité sociale et environnementale, toutes les organisations, pas seulement les entreprises, mais les syndicats, les associations qui ont aussi leurs problèmes. Nous avons tous à balayer devant notre porte, les églises. Et enfin, au niveau, bien sûr, de la vie collective, de la construction des politiques publiques, pour construire ces politiques publiques avec les valeurs que nous voulons mettre en œuvre. Les valeurs doivent à la fois irriguer les politiques publiques et être l'objet de ces politiques publiques. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est faire fonctionner les valeurs dans les différents comportements de la vie sociale. Et enfin, pour appliquer tout ceci et atterrir sur le terrain, nouer des partenariats et prendre des initiatives concrètes sur des champs emblématiques qui aident à ce que la société évolue. Alors, pour ne pas alourdir le débat, je ne reviendrai pas sur les 4 valeurs qui ont été longuement expliquées, simplement pour dire qu'aujourd'hui, il nous semble plus important
de travailler sur le couple sobriété-fraternité. Parce que ces deux valeurs-là sont les moins apparentes. La créativité, elle est présente, le souci de justice, on en parle sans arrêt. Par contre, la sobriété et la fraternité, elles sont un peu à rebrousse-poil pour la sobriété. Et pour la fraternité, comme l'a dit également M. Thierry Baudet, c'est la valeur négligée de la République. Alors, c'est sur ces deux aspects que nous insistons aujourd'hui, et avec difficulté. La sobriété, c'est un mot qui passe mal, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons, parce qu'on ne voudrait pas que ça aggrave les injustices. On voit bien en quoi ça pourrait le faire. Et pour des mauvaises raisons, parce qu'en fait, on ne veut pas remettre en cause notre modèle de consommation et cette course au désir et cette légitimation du désir qui nous met tous en difficulté parce qu'on n'arrive pas à suivre. Et donc, le mot est à peine prononcé, il fait peur, il se cache parfois sous le mot de décroissance, auquel il ne se résume pas évidemment, et là ça aggrave au fond la distance, et du coup ce mot, cette réalité incontournable des années qui viennent, si on veut résoudre la question climatique et la question sociale, elle fait l'objet d'une procrastination générale. Il faut donc ouvrir le débat sur la sobriété. Quelle sobriété? Notre livre s'appelle « Le choix des sobriétés ». Il n'y en a pas une, mais au fond, c'est une construction individuelle et collective à faire demain si on veut résoudre les problèmes. Sur la fraternité, là, le problème est un peu différent. Cela fait rire, cela fait ricaner les pharisiens de notre temps qui disent que c'est une affaire, un état d'âme un peu, comment dirais-je, sans portée pratique. En réalité, notre société souffre d'un défaut profond de fraternité, le manque de mixité sociale. Elle a besoin de fraternité pour compléter l'État-providence qui ne se contente pas peut pas se contenter de fonctionner par des prestations. Ce que m'a appris l'expérience de solidarité nouvelle face au chômage, qui, pour moi, était quand même un moment important de ma vie personnelle, parce que c'est là que peut-être j'ai fait des choses que je n'aurais pas pensé faire quand j'avais 20 ans. La question de la mixité sociale est une grande question française, et on voit bien qu'on a trop développé des prestations sans relation, pas de prestations sans relation. Et donc, en plus, il y a beaucoup d'exemples de fraternité, mais tout ceci n'est pas relié, et nous nous sommes convaincus avec le labo de la fraternité que la fraternité peut à la fois inspirer les politiques publiques et être l'objet des politiques publiques. Toute une série de réflexions, d'ailleurs des sciences sociales, notamment la réflexion de Putman sur le capital social, montre qu'une politique publique qui n'est pas construite avec les gens et qui n'est pas bien communiquée n'arrive pas à s'appliquer. Donc la fraternité, ce n'est pas le même problème que la sobriété, le problème c'est de la prendre au sérieux et de la déployer. Alors une fois ces deux valeurs mises en avant, qu'il faut donc cultiver à tous les étages, le pacte civique a essayé de les décliner dans son atelier démocratie, dans un atelier sobriété, dans un atelier fraternité, et aussi au niveau de l'Europe, dont on a peu parlé jusqu'ici, mais qui est évidemment une dimension importante du changement aujourd'hui. Mais tout ceci n'aurait pas de sens si nous travaillions tout seuls. Et je suis heureux qu'on ait pu se réunir aussi ici au CESE, où j'ai été vraiment très encouragé par les paroles du président, qui, au fond, se sent pacte civiquien au CESE lui-même. Mais pour nous, le fait de s'organiser avec des partenaires pour, sur des terrains emblématiques, mener ensemble des actions efficaces, c'est vraiment fondamental. Et je terminerai en citant 4
partenariats qui me paraissent très importants. Un petit partenariat qui est peut-être pas très explicite, mais qui est pour moi important, qui s'appelle Associons nos savoirs. C'est une petite association qui milite pour que les personnes aidées dans le soin, dans le travail social, participent à la formation des personnes qui les aident, afin de mobiliser ce qu'on appelle le savoir expérientiel des personnes. Je pense qu'il y a là un énorme progrès démocratique sous-jacent si on arrive vraiment à l'organiser un peu partout, dans la formation des médecins, dans la formation des travailleurs sociaux, dans la formation des bénévoles qui aident les personnes, mais qui les aident sans toujours écouter et même se faire évaluer par elles. Donc, premier partenariat. Le second, c'est la maison des lanceurs d'alerte qui a été citée. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est évidemment fondamental. Je pense que c'est, je ne sais pas si Louis Gallois le dira, mais pour moi, un mode de rénovation, une rénovation, un nouveau mode d'action publique qui associe la société civile et l'État d'une manière très nouvelle et très originale. Et puis, bien sûr, le pacte de pouvoir de vivre, dont nous avons la chance d'être l'une des 19 associations fondatrices, et qui est pour nous essentiel. Essentiel d'abord en raison de son objet. Son objet, c'est de résoudre en même temps la question sociale et la question environnementale. Ça ne va pas de soi. Il peut y avoir des tensions entre ces deux objectifs. Le climat peut devenir plus urgent que le social. Le pacte du pouvoir de vivre, il essaie de dire non, il construit des propositions. C'est en plein travail en ce moment, de façon à les porter au niveau national de manière très politique, comme une think tank et un do tank, avec évidemment une force de frappe considérable grâce au poids de la CFDT, au poids des associations qui l'ont rejointe, qui sont maintenant un peu plus de 60. Donc c'est pour nous quelque chose de fondamental, parce que c'est vraiment, je dirais, une extension de notre action. Simplement, ce que nous souhaitons, c'est que le débat sur les valeurs que nous essayons d'animer soit peut-être un petit peu plus présent, puisque pour nous, le va-et-vient entre les valeurs et les politiques, c'est une question de la poule et de l'œuf, soit bien toujours présent. Actuellement, on est peut-être un peu trop dans l'œuf et pas assez dans la poule, si j'ose dire. Voilà, je terminerai par ceci pour ne pas alourdir plus un emploi du temps qui est très chargé. C'est vraiment important aujourd'hui de faire évoluer nos modèles de changement. Il y a une urgence qui s'est plutôt accrue, me semble-t-il. La société est en risque, et ce risque, nous devons à la fois le mesurer et déployer toute notre énergie pour y parer de manière efficace. Merci à vous.